Le respect n'est jamais dû à un titre, mais à la manière dont on traite les autres. Voltaire. Ce samedi-là, notre maison accueillait le traditionnel dîner de famille que mon mari adorait organiser. Tout le monde était là, ses sœurs, ses cousins, même son associé principal, venu avec sa femme impeccable au sourire figé. J'avais passé la journée à tout préparer, la table dressée à la perfection, les plats mijotés avec soin, les serviettes pliées comme dans un restaurant étoilé. Quand on m'a demandé si je m'ennuyais parfois à ne pas travailler, j'ai souri poliment, comme toujours. Et c'est là, devant tout le monde, que mon époux a lâché cette phrase, le ton léger, mais le regard volontairement appuyé. Oh, vous savez, Hélène n'est qu'une simple femme au foyer. Elle ne se fatigue pas avec les affaires. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que 1000 éclats de rire. Puis, comme pour alléger l'atmosphère, tout le monde a ri. Moi aussi. Du moins, extérieurement. J'ai fait semblant de rire, comme je l'ai fait tant de fois dans ce mariage. J'ai ramassé les assiettes, souri aux invités, rempli les verres. Mais à l'intérieur, un fil s'est rompu. Je n'étais pas blessée. J'étais lucide. Cette phrase ne venait pas de nulle part. C'était la condensation parfaite de 30 années de silence, de sacrifices invisibles, de talents volontairement ignorés. J'avais tout donné pour cette maison, pour son image, pour sa carrière. Et lui, il me réduisait à une étiquette. Ce soir-là, une idée s'est plantée en moi comme une graine silencieuse. Je ne me vengerai pas. Ce serait trop facile. Trop bruyant. Non, je ferais mieux, je montrerais à cet homme qui pensait tout savoir que la femme qu'il croyait effacée était, en réalité, celle qui tenait les rênes depuis le début. Mais pour cela, je devais me taire encore un peu. J'ai refermé la porte après les invités. J'ai nettoyé la table, lentement. Et tandis qu'il ronflait déjà dans le canapé, repu et satisfait de sa blague, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Un vieux classeur bleu y dormait. Mes notes. Mes copies de documents. Des détails qu'il avait signés les yeux fermés au fil des ans. Ce soir-là, j'ai compris que le temps du silence touchait à sa fin. Et que, bientôt, ce « simple femme au foyer » allait lui coûter plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'intelligence d'une femme ne se mesure pas à ce qu'elle dit, mais à ce qu'elle voit sans parler. George Sand. Depuis ce dîner, je n'ai rien dit. Aucune allusion, aucun reproche. Mon mari pensait probablement que l'affaire était oubliée, diluée dans les verres de vin et les rires étouffés. Il ne voyait pas les silences changer de texture. Il ne remarquait pas que mes gestes étaient plus lents, plus précis, comme si je préparais quelque chose, ou quelqu'un. J'ai recommencé à fouiller dans mes papiers. Pas par curiosité. Par lucidité. Pendant des années, c'était moi qui remplissais les déclarations d'impôts, qui classais les contrats de location, les papiers de la SCI familiale, les documents de son cabinet d'architecture. Il me faisait confiance ou plutôt, il ne se méfiait pas, ce qui revient au même dans certains mariages. Chaque signature, chaque procuration, chaque délégation de gestion, j'en avais des copies. J'ai toujours eu ce réflexe, tout garder, tout classer, tout numériser. Ce soir-là, j'ai passé près de 3 heures à mon bureau, dans cette pièce qu'il appelait « mon coin tranquille », comme on désigne un passe-temps inutile. Mais il ignorait que ce coin tranquille était en réalité mon centre de commande, mon observatoire. Et ce que j'ai vu m'a donné raison. 3 propriétés étaient enregistrées sous une société dont j'étais la cogérante. Il l'avait oublié. Une autre maison de vacances, celle en Provence, avait été achetée sous mon nom, pour une raison fiscale à l'époque. Il n'en parlait jamais, mais le notaire s'en souviendrait. Les parts de son entreprise, aussi, avaient été modifiées il y a des années, quand il avait eu un contrôle fiscal et qu'il avait paniqué. J'avais signé pour l'aider. Et il m'avait tout transféré temporairement. Temporairement. J'ai refermé le classeur avec calme. Je n'étais pas encore prête à agir. Pas encore. Mais chaque élément me rapprochait d'un point de bascule. Et ce moment arriverait, inévitablement. Le plus drôle dans tout cela ? Il continuait à m'appeler, ma douce Hélène, à me demander de faire ses chemises et de choisir ses cravates. Il ne voyait rien.
Il ne voyait pas que chaque regard, chaque sourire, chaque silence de ma part devenait une corde fine sur laquelle il avançait les yeux fermés. Et moi, je continuais de le regarder. Les femmes fortes ne crient jamais vengeance. Elles construisent, elles récupèrent, elles avancent. Simone de Beauvoir. Le lendemain matin, je suis allée au marché comme à mon habitude. Une façon de rester discrète, de continuer à jouer ce rôle que tout le monde m'avait assigné, l'épouse douce, la ménagère élégante, la femme dans l'ombre. Je saluais les marchands, souriais aux voisins, achetais mes légumes frais. Tout semblait normal. Mais dans mon sac, bien rangé sous les carottes et les œufs bio, se trouvait une clé USB contenant plus de 15 ans de documents, d'actes notariés, de procurations signées. Mon histoire silencieuse. Mon assurance vie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée devant un petit cabinet d'avocats discret, rue Franklin. Une plaque en laiton portait encore son nom, Maître Anne-Marie Lefebvre. Nous avions étudié ensemble, bien avant que je mette mes ambitions entre parenthèses pour soutenir mon mari. Elle avait poursuivi le droit, ouvert son cabinet à Lyon, et fait sa vie. Nous étions restés en contact de loin, par carte de vœux et quelques appels espacés. Je lui avais écrit la veille. Besoin de ton regard juridique sur un dossier personnel. Discret. Elle m'attendait, un café à la main, sourire en coin. Alors, Hélène. Tu veux qu'on parle de couture, ou de compte bancaire ? J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Nous avons passé 2 heures dans son bureau. Elle a lu, relu, questionné, croisé les informations. Puis, elle s'est adossée à son fauteuil, bras croisés. Ton mari est malin, mais distrait. Il a signé trop de choses sans les comprendre. Tu tiens plus de la moitié de ce qu'il pense posséder. Mais légalement ? Légalement, c'est propre. Tu n'as rien volé. Tu as juste tout fait pour lui. Et il t'a tout laissé. Un silence s'est installé. Pas un silence pesant. Un silence lourd de promesses. Tu veux quoi, Hélène ? Me demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas encore certaine de ce que je voulais, partir, reprendre, punir, ou simplement récupérer ce qui m'était dû, le respect, la reconnaissance, l'indépendance. Mais une chose était sûre, je voulais choisir. Ne plus attendre qu'il me définisse. Ne plus me contenter d'être la femme de. Je me suis levée et lui ai tendu la main. Je ne sais pas encore ce que je veux. Mais je sais ce que je ne veux plus. Et pour la première fois depuis 30 ans, j'ai quitté une pièce sans regarder derrière moi. La vraie puissance est celle que l'on exerce sans jamais hausser la voix. Molière. Depuis ma visite chez Anne-Marie, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas de la haine. C'était plus calme, plus clair, une sorte de certitude froide, lucide. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à un homme qui avait préféré l'humilier plutôt que d'honorer la main qui avait tout construit avec lui. J'avais le pouvoir. Il m'appartenait. Il était signé, notarié, enregistré. Mais je n'allais pas m'en servir de façon brutale. Non, j'allais faire les choses à ma manière. Silencieuse. Lente. Irréfutable. Le lundi suivant, je me suis rendue seule à la banque. Mon conseiller, que mon mari croyait, à lui, me connaissait depuis 20 ans. J'avais toujours été celle qui gérait les virements, les assurances, les placements. Madame Giraud, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'aimerais restructurer certains portefeuilles. Et transférer quelques titres à mon nom propre. Il ne posa pas de questions. Il était habitué à mon efficacité. J'avais toujours tout fait pour deux, sans jamais demander de reconnaissance. Cette fois, je le faisais pour moi seule. Les jours suivants, j'ai contacté l'expert comptable, la gestion locative, le notaire. J'ai signé des transferts, ajusté les statuts de société dormante, réactivé des clauses. Tout était légal, tout était propre. Il n'avait jamais pris la peine de relire quoi que ce soit. Il signait. Toujours. En confiance. À la maison, rien ne changeait en apparence. Je continuais à préparer le dîner, à écouter ses récits ennuyeux sur ses collègues, à hocher la tête quand il se plaignait du fisc, des impôts, de la lourdeur administrative.
Il n'imaginait pas que chaque formulaire qu'il méprisait me servait à poser une nouvelle pierre de mon indépendance. Une nuit, il me regarda en souriant. « Tu sais, Hélène, tu es vraiment parfaite. Une femme tranquille. Une bénédiction. » J'ai souri. J'ai pensé, non, mon cher. Je ne suis pas tranquille. Je suis en marche. Et pendant qu'il dormait, repu de son confort, j'écrivais dans mon carnet. Jour 17. Transfert départ de la société terminé. Compte-titre indépendant ouvert. Assurance vie scindée. Prochaine étape, l'appartement de Bordeaux. Ce que j'étais en train de faire n'était pas une revanche. C'était une reconquête. Et lui, il ne se doutait de rien. Le respect n'est jamais dû à un titre, mais à la manière dont on traite les autres. Voltaire. Ce samedi-là, notre maison accueillait le traditionnel dîner de famille que mon mari adorait organiser. Tout le monde était là, ses sœurs, ses cousins, même son associé principal, venu avec sa femme impeccable au sourire figé. J'avais passé la journée à tout préparer, la table dressée à la perfection, les plats mijotés avec soin, les serviettes pliées comme dans un restaurant étoilé. Quand on m'a demandé si je m'ennuyais parfois à ne pas travailler, j'ai souri poliment, comme toujours. Et c'est là, devant tout le monde, que mon époux a lâché cette phrase, le ton léger, mais le regard volontairement appuyé. Oh, vous savez, Hélène n'est qu'une simple femme au foyer. Elle ne se fatigue pas avec les affaires. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que 1000 éclats de rire. Puis, comme pour alléger l'atmosphère, tout le monde a ri. Moi aussi. Du moins, extérieurement. J'ai fait semblant de rire, comme je l'ai fait tant de fois dans ce mariage. J'ai ramassé les assiettes, souri aux invités, rempli les verres. Mais à l'intérieur, un fil s'est rompu. Je n'étais pas blessée. J'étais lucide. Cette phrase ne venait pas de nulle part. C'était la condensation parfaite de 30 années de silence, de sacrifices invisibles, de talents volontairement ignorés. J'avais tout donné pour cette maison, pour son image, pour sa carrière. Et lui, il me réduisait à une étiquette. Ce soir-là, une idée s'est plantée en moi comme une graine silencieuse. Je ne me vengerai pas. Ce serait trop facile. Trop bruyant. Non, je ferais mieux, je montrerais à cet homme qui pensait tout savoir que la femme qu'il croyait effacée était, en réalité, celle qui tenait les rênes depuis le début. Mais pour cela, je devais me taire encore un peu. J'ai refermé la porte après les invités. J'ai nettoyé la table, lentement. Et tandis qu'il ronflait déjà dans le canapé, repu et satisfait de sa blague, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Un vieux classeur bleu y dormait. Mes notes. Mes copies de documents. Des détails qu'il avait signés les yeux fermés au fil des ans. Ce soir-là, j'ai compris que le temps du silence touchait à sa fin. Et que, bientôt, ce « simple femme au foyer » allait lui coûter plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'intelligence d'une femme ne se mesure pas à ce qu'elle dit, mais à ce qu'elle voit sans parler. George Sand. Depuis ce dîner, je n'ai rien dit. Aucune allusion, aucun reproche. Mon mari pensait probablement que l'affaire était oubliée, diluée dans les verres de vin et les rires étouffés. Il ne voyait pas les silences changer de texture. Il ne remarquait pas que mes gestes étaient plus lents, plus précis, comme si je préparais quelque chose, ou quelqu'un. J'ai recommencé à fouiller dans mes papiers. Pas par curiosité. Par lucidité. Pendant des années, c'était moi qui remplissais les déclarations d'impôts, qui classais les contrats de location, les papiers de la SCI familiale, les documents de son cabinet d'architecture. Il me faisait confiance ou plutôt, il ne se méfiait pas, ce qui revient au même dans certains mariages. Chaque signature, chaque procuration, chaque délégation de gestion, j'en avais des copies. J'ai toujours eu ce réflexe, tout garder, tout classer, tout numériser. Ce soir-là, j'ai passé près de 3 heures à mon bureau, dans cette pièce qu'il appelait « mon coin tranquille », comme on désigne un passe-temps inutile. Mais il ignorait que ce coin tranquille était en réalité mon centre de commande, mon observatoire. Et ce que j'ai vu m'a donné raison. 3 propriétés étaient enregistrées sous une société dont j'étais la cogérante. Il l'avait oublié.
Une autre maison de vacances, celle en Provence, avait été achetée sous mon nom, pour une raison fiscale à l'époque. Il n'en parlait jamais, mais le notaire s'en souviendrait. Les parts de son entreprise, aussi, avaient été modifiées il y a des années, quand il avait eu un contrôle fiscal et qu'il avait paniqué. J'avais signé pour l'aider. Et il m'avait tout transféré temporairement. Temporairement. J'ai refermé le classeur avec calme. Je n'étais pas encore prête à agir. Pas encore. Mais chaque élément me rapprochait d'un point de bascule. Et ce moment arriverait, inévitablement. Le plus drôle dans tout cela ? Il continuait à m'appeler, ma douce Hélène, à me demander de faire ses chemises et de choisir ses cravates. Il ne voyait rien. Il ne voyait pas que chaque regard, chaque sourire, chaque silence de ma part devenait une corde fine sur laquelle il avançait les yeux fermés. Et moi, je continuais de le regarder. Les femmes fortes ne crient jamais vengeance. Elles construisent, elles récupèrent, elles avancent. Simone de Beauvoir. Le lendemain matin, je suis allée au marché comme à mon habitude. Une façon de rester discrète, de continuer à jouer ce rôle que tout le monde m'avait assigné, l'épouse douce, la ménagère élégante, la femme dans l'ombre. Je saluais les marchands, souriais aux voisins, achetais mes légumes frais. Tout semblait normal. Mais dans mon sac, bien rangé sous les carottes et les œufs bio, se trouvait une clé USB contenant plus de 15 ans de documents, d'actes notariés, de procurations signées. Mon histoire silencieuse. Mon assurance vie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée devant un petit cabinet d'avocats discret, rue Franklin. Une plaque en laiton portait encore son nom, Maître Anne-Marie Lefebvre. Nous avions étudié ensemble, bien avant que je mette mes ambitions entre parenthèses pour soutenir mon mari. Elle avait poursuivi le droit, ouvert son cabinet à Lyon, et fait sa vie. Nous étions restés en contact de loin, par carte de vœux et quelques appels espacés. Je lui avais écrit la veille. Besoin de ton regard juridique sur un dossier personnel. Discret. Elle m'attendait, un café à la main, sourire en coin. Alors, Hélène. Tu veux qu'on parle de couture, ou de compte bancaire ? J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Nous avons passé 2 heures dans son bureau. Elle a lu, relu, questionné, croisé les informations. Puis, elle s'est adossée à son fauteuil, bras croisés. Ton mari est malin, mais distrait. Il a signé trop de choses sans les comprendre. Tu tiens plus de la moitié de ce qu'il pense posséder. Mais légalement ? Légalement, c'est propre. Tu n'as rien volé. Tu as juste tout fait pour lui. Et il t'a tout laissé. Un silence s'est installé. Pas un silence pesant. Un silence lourd de promesses. Tu veux quoi, Hélène ? Me demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas encore certaine de ce que je voulais, partir, reprendre, punir, ou simplement récupérer ce qui m'était dû, le respect, la reconnaissance, l'indépendance. Mais une chose était sûre, je voulais choisir. Ne plus attendre qu'il me définisse. Ne plus me contenter d'être la femme de. Je me suis levée et lui ai tendu la main. Je ne sais pas encore ce que je veux. Mais je sais ce que je ne veux plus. Et pour la première fois depuis 30 ans, j'ai quitté une pièce sans regarder derrière moi. La vraie puissance est celle que l'on exerce sans jamais hausser la voix. Molière. Depuis ma visite chez Anne-Marie, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas de la haine. C'était plus calme, plus clair, une sorte de certitude froide, lucide. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à un homme qui avait préféré l'humilier plutôt que d'honorer la main qui avait tout construit avec lui. J'avais le pouvoir. Il m'appartenait. Il était signé, notarié, enregistré. Mais je n'allais pas m'en servir de façon brutale. Non, j'allais faire les choses à ma manière. Silencieuse. Lente. Irréfutable. Le lundi suivant, je me suis rendue seule à la banque. Mon conseiller, que mon mari croyait, à lui, me connaissait depuis 20 ans. J'avais toujours été celle qui gérait les virements, les assurances, les placements. Madame Giraud, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'aimerais restructurer certains portefeuilles. Et transférer quelques titres à mon nom propre. Il ne posa pas de questions.
Il était habitué à mon efficacité. J'avais toujours tout fait pour deux, sans jamais demander de reconnaissance. Cette fois, je le faisais pour moi seul. Les jours suivants, j'ai contacté l'expert comptable, la gestion locative, le notaire. J'ai signé des transferts, ajusté les statuts de société dormante, réactivé des clauses. Tout était légal, tout était propre. Il n'avait jamais pris la peine de relire quoi que ce soit. Il signait. Toujours. En confiance. À la maison, rien ne changeait en apparence. Je continuais à préparer le dîner, à écouter ses récits ennuyeux sur ses collègues, à hocher la tête quand il se plaignait du fisc, des impôts, de la lourdeur administrative. Il n'imaginait pas que chaque formulaire qu'il méprisait me servait à poser une nouvelle pierre de mon indépendance. Une nuit, il me regarda en souriant. « Tu sais, Hélène, tu es vraiment parfaite. Une femme tranquille. Une bénédiction. » J'ai souri. J'ai pensé, non, mon cher. Je ne suis pas tranquille. Je suis en marche. Et pendant qu'il dormait, repu de son confort, j'écrivais dans mon carnet. Jour 17. Transfert départ de la société terminé. Compte titre indépendant ouvert. Assurance vie scindée. Prochaine étape, l'appartement de Bordeaux. Ce que j'étais en train de faire n'était pas une revanche. C'était une reconquête. Et lui, il ne se doutait de rien.